Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler avec Lucie, on va parler de la jeunesse, d'éducation, enfin surtout parce que c'est une éducatrice spécialisée. Je pense que le sujet sera super intéressant. Comme d'habitude, il sera en avance sur Patreon, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte 4 dollars par mois et ça permet surtout de soutenir PCA Podcast, donc l'épisode sera en avance là-bas. Et puis voilà, allez, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Comment ça va, Lucie? Ça va bien, Axel. Ça va bien. Bon. Bonne année. Ça reste le début d'année, Merci. donc bonne année au Merci moment où on beaucoup. Je suis enregistre content. Je suis le content. podcast. J'espère surtout que tu auras la santé. Oui, c'est ce que je souhaite également. Ouais, voilà. Moi, je souhaite exclusivement la santé aux gens. Le reste, ça viendra avec le temps. La fameuse question, comme d'habitude, avec PCA Podcast, qui es-tu? Qui je suis? Donc, Lucie, 38 ans, maman de deux enfants de 4 et 12 ans. Voilà. Ok, ok. Ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, donc parcours normal hein, jusqu'au lycée, où ensuite j'ai décidé, après le bac, de commencer une filière, on va dire, dans le domaine de la gestion. Donc, j'ai commencé un BTS d'assistant de gestion, PME, PMI, au lycée Augustin Aron, BTS que j'ai obtenu. Et par la suite, donc, j'ai obtenu un emploi, voilà, en tant qu'assistante de direction pendant, on va dire, 6 mois, entre 6 mois et un an, avant de me décider, justement, après une période sans activité, parce que je ne trouvais pas dans ce domaine d'emploi, avant de me décider, donc après cette période, on va dire, plus ou moins longue voilà, sans emploi, de travailler au sein d'un établissement en tant qu'assistante comment ça s'appelle déjà? En fait, c'était un contrat assistante d'éducation, voilà. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans dans un collège en Guadeloupe à Sainte-Rose précisément. Et voilà, ça c'est Lequel, très celui bien de passé. Bébel? Celui de Bébel, voilà, Ah, ben, le je lycée que... le collège de Bébel. ok. Donc j'y ai Que, travaillé pendant 4 ans. que je connais très bien. Alors, je connais le lycée Aron parce que j'y étais à ce lycée et je connais très bien D'accord. Bébel parce que j'étais à ce collège aussi, parce que je suis de Sainte-Rose. Une question, est-ce que pendant le laps de temps que tu as eu un problème, comme beaucoup, à trouver un emploi, en tout cas dans le domaine qui t'intéressait, tu n'as pas eu cette tentation de partir en France? Non, je n'ai jamais été tentée de partir. Non, franchement, non. Je me suis dit que je vais quand même persévérer, rester en Guadeloupe. Après, il y avait l'attachement, hein, voilà, toujours rester auprès de la famille. Pour moi, je n'ai jamais eu, en tout cas, l'envie. Je n'ai jamais été tentée de partir. Pour moi, tout mon parcours scolaire devait se dérouler en Guadeloupe. Toutes les recherches d'emploi se sont limitées à la Guadeloupe. Et c'est vrai que cette période d'inactivité m'a permis finalement de rechercher autre chose. Et c'est en ce sens que j'ai trouvé donc le travail, on va dire, qui, à mon sens, était un tremplin à ce moment-là. Assistant d'éducation, on sait que on est quand même limité. Et l'envie justement de devenir éducatrice spécialisée m'est venue en observant l'éducatrice spécialisée justement du collège de Sainte-Rose. Et là, je me suis dit, il faut que je parte en observation, il faut que je vois comment elle travaille, comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pu bénéficier d'un stage, d'une immersion pendant une semaine, un peu plus, une semaine et demie, auprès de cette éducatrice spécialisée parce que j'étais limitée en fait finalement en termes de réponse. Les adolescents venaient avec toutes leurs difficultés, quelquefois des problématiques lourdes. Hein. Madame, j'ai des idées noires. Madame, je veux me
idées pour certaines jeunes filles. On ressentait vraiment le mal-être et ne pas pouvoir, en tout cas, être limité dans mes réponses, ça me gênait un peu. Et c'est vrai qu'en observant l'éducatrice spécialisée, son approche, sa façon d'interagir avec les jeunes, ça m'a vraiment poussé à me renseigner, à me documenter. Et c'est un peu comme ça que m'est venue, en tout cas, l'envie d'exercer ce métier, de devenir éducatrice spécialisée. Donc, Je te coupe deux lors de... secondes. Je te coupe 2 secondes. C'est super important ce que tu dis et tu es la deuxième personne à me dire ça dans un podcast. Je pense aussi à Alissa qui est devenue psychologue parce qu'elle a fait un stage. Moi, je conseille toujours ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un métier, qui a en tout cas cette idée, c'est toujours mieux d'aller faire un stage, de proposer ses services gratuitement. On ne parle pas d'argent, mais on parle simplement d'expérience pour être au plus près du métier, au moins pendant une semaine de sa vie. C'est rien si on doit s'engager en tout cas d'une formation pour pouvoir après obtenir quelque chose. Au moins, il vaut mieux aller auprès du terrain, savoir si ça nous plaît et ensuite faire les formations et faire ce qu'il faut pour obtenir le truc. Donc, tu étais aux 4 ans, donc tu as fait 4 ans au collège de Bébel. Je t'écoute. Voilà, 4 années au sein de ce collège. Donc, la petite semaine et demie d'immersion m'a vraiment confortée dans ce choix, justement, de devenir éducatrice spécialisée. Donc, j'ai préparé le concours, et puis concours que j'ai réussi. Et en 2012, je suis rentrée donc à l'école d'éducateur spécialisé. Ok, Voilà, pendant ça, 3 ans. ça se passe comment le concours? Explique-nous un Voilà. peu. Alors, c'est vrai que le diplôme a été, on va dire, a subi quelques petites modifications. Donc, il y a eu une réforme il y a peu de temps. Mais en 2012, il s'agissait donc, dans un premier temps, bon, c'était un concours, donc comme je l'ai dit, d'une épreuve écrite, donc une dissertation et suite à laquelle, donc avec des questions de culture générale également, et après cela, donc une fois que j'étais, on va dire, admissible, j'ai passé donc l'oral. L'oral s'est décliné en deux parties. En trois parties, donc une épreuve donc avec un petit groupe sur une thématique bon, voilà, qui concerne soit l'actualité, en tout cas il s'agissait d'une question de culture générale, donc avec 8 autres candidats. Ensuite, on a un entretien avec un psychologue pour voir un peu à travers notre parcours, notre traversée, hein, finalement, comment on a pu réagir, rebondir aux éventuelles difficultés qu'on pourrait avoir rencontrées. Et ensuite, une autre épreuve avec un formateur et un professionnel. Voilà. Le formateur qui pose davantage de questions sur la capacité justement à s'engager sur 3 années de formation, sur la faisabilité en fait finalement de ce projet, parce que c'en est un. Si financièrement parlant, on sera en capacité de suivre la formation, parce que la formation, on ne peut pas se permettre de cumuler un emploi. C'est vraiment une formation à temps plein et avec un volume horaire, en tout cas de travail personnel qui est très important, très, très important. Donc, le formateur, le professionnel, ils essaient d'évaluer cette capacité justement qu'on pourrait avoir à suivre une telle formation sur 3 années, pose des questions également sur ben, ce qu'on sait déjà, ce qu'on pense savoir de la formation, du contenu des cours qui seront enseignés, de la façon dont la formation est séquencée. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est intéressé par une formation, qu'on pense s'engager sur une formation sans qu'on ne soit pas informé à minima en fait du contenu de la formation. Si effectivement il est question de cours de sociologie, de cours de droit, de cours de psychologie et qu'on n'a pas, on se rend compte qu'on n'a pas forcément d'appétence pour ces matières-là, il n'est pas envisageable en fait de s'engager sur 3 années. Et Donc, donc c'est un peu en ce quand on sens que réussit le concours, il faut faire 3 ans en plus de formation. voilà, le concours permet de Ah ouais. rentrer à l'école, à l'école d'éducateurs spécialisés. Donc voilà, il y a 20 places à l'époque, en tout cas 20 places. Et puis voilà, on rentre en Vingt formation 20 d'éducateur places pour la Guadeloupe. spécialisé.
20 places pour la Guadeloupe, absolument. Donc, Une le centre de question, formation, oui. est-ce qu'il faut un casier judiciaire vierge? Non, ne pose pas la question. En tout On pose cas, pas la question. Ok. non, bon, non, non, la question n'est pas forcément posée. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Comme ça, là, non, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Non, mais Je, en tout cas, toi, on t'a pas demandé de ramener ton casier judiciaire. non, je n'ai pas eu à faire ça. Non, je sais que j'avais une note autobiographique qu'on voit un peu mon parcours, voilà, mon profil, mais je ne me rappelle pas avoir eu à fournir. Après, si je me trompe vraiment, j'en suis désolée, mais je ne me rappelle pas. Voilà. Ok, bon, ben, Donc, en tout cas, j'espère quand même que c'est demandé parce que si tu es pédophile et que tu demandes ça et que tu fais c'est ça, vrai qu'il faut, ça reste quand même grave. c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que là, tu me poses une colle, je dois l'avouer, parce que je ne me rappelle pas avoir fourni un tel document, mais peut-être que ouais, la question est pertinente en tout cas. Ah ben, merci, Donc c'est voilà. gentil. Donc, Mais, donc, donc, je te laisse continuer entrer en sur ton forme. parcours. Mhm. Donc voilà, je disais que j'ai réussi ce concours. J'ai pu faire partie des vingt étudiants de la session 2012-2015. Voilà, et à l'issue donc de ces 3 années de formation, j'ai réussi donc au diplôme d'État d'éducateur spécialisé à l'époque enfin, qui permettait d'avoir un bac+2, un niveau bac+2. Donc voilà, ce diplôme a été réformé il y a peu de temps, hein, 2 ans, 3 ans maximum, 2 ans et demi, allez, on va vers la troisième année. Et aujourd'hui, il permet, c'est une formation reconnue au niveau bac+3. Voilà. Donc, licence. Donc, comment? Voilà, absolument. Donc, Donc, la licence. licence. Voilà, donc à l'issue de cette formation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai obtenu ce diplôme en juillet 2015. J'avais travaillé dans le cadre d'un stage, hein, pour le compte d'une association Port-Louis, qui s'occupe, en tout cas, qui accompagne des mineurs et des jeunes majeurs en difficulté. Et c'est vrai que le président de cette association à l'époque m'avait repéré. J'ai eu un très bon relationnel avec ce monsieur. Et d'ailleurs, je lui, tout le temps, hein, je suis vraiment reconnaissante du fait qu'il m'ait fait confiance. Et c'est vrai que dès l'obtention du diplôme, que je me suis rendu compte que, waouh, comment je vais vivre parce que finalement, je n'ai plus d'indemnité, tout est fini, comment je vais survivre? Et c'est vrai que tout de suite, il m'a contacté et j'ai pu travailler pendant un mois pour le compte de cette association, mais vraiment, quand je vous dis 2 mois, c'est vraiment le temps de me dire que voilà, deux, 3 fois par semaine, voilà, c'était dérisoire, mais en même temps, ça m'a mise en équilibre parce que ça me valorisait d'avoir tout de suite la possibilité de faire valoir mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et par la suite, j'ai été contactée donc par le biais justement d'une de ma copine qui m'a dit, mais voilà, Lucie, il s'agit d'un CDD, un CDD de 3 jours, ce n'est pas beaucoup, mais voilà, je sais que tu aimes bien le relationnel parce que tu as fait des stages avec les jeunes et je sais que tu aimes voilà, te retrouver comme ça avec les jeunes. Ce sont des adolescents, ce sont des garçons, mais voilà, ils recherchent quelqu'un pour 3 jours. Je lui ai dit, allez, je me lance. Et puis, voilà, ils ont fait appel à moi au mois d'août de la même année, donc 2015. Et puis, depuis août 2015 jusqu'à ce jour, je travaille pour le compte de cette association, justement. Donc, j'ai pu, grâce Comme à quoi, l'époque donc au les 3 jours se sont transformés CDI, en 7 ans. en CDI. En 7 ans, ok. Absolument. C'est beau, C'est c'est beau. Donc, j'ai travaillé au sein de cette MEX, hein, Maison d'enfants à caractère social, donc qui est un internat éducatif qui est situé à Sainte-Rose, à Nolivier, à Morne-Rouge, pardon, à Morne-Rouge. Et donc, j'ai travaillé là. Je pense que ce sont les plus belles années de ma vie, très sincèrement, parce que j'ai vraiment eu un bon contact. J'ai toujours eu un bon contact avec les jeunes garçons. Donc, c'est un internat éducatif qui accompagne les jeunes donc de 13 à 18 ans.
Et voilà, c'est quelque chose, quoi. Il faut aimer. Donc, ce sont des horaires, on va dire, contraignants du 6-14 ou du 14-21 heures. À l'époque, je terminais à 22 heures. Mais c'est vrai que ce sont les meilleures années de ma vie, tant avec les collègues que j'ai pu rencontrer qu'avec les jeunes que je rencontre aujourd'hui qui sont majeurs, mais qui, franchement, quand je les rencontre, je suis vraiment contente de les avoir, d'avoir pu les aider, d'avoir pu les accompagner. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc, j'ai souhaité, hein, pour des raisons, on va dire, personnelles, j'ai souhaité, en tout cas, j'ai vu en cela une évolution professionnelle, que de postuler, de faire valoir justement la mobilité en interne et de postuler au sein du service de prévention dans lequel j'exerce aujourd'hui. Et, mais c'est vrai que mon cœur est encore dans cet internat éducatif, voilà. De Donc, Sainte-Rose. Une question, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, ces jeunes? Enfin, pourquoi ils étaient là-bas en tout cas? alors, donc ce sont des jeunes qui ont été, Généralement. voilà, ce sont des jeunes qui sont placés, donc, il y a plusieurs profils. Donc, c'est une maison d'enfants à caractère social, donc une MEX, hein, je vais appeler ça comme ça, qui accueillait, donc il y avait une double habilitation PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse, et ASE, aide sociale à l'enfance. Donc, les enfants qui se retrouvaient là, c'était soit des enfants qui, au titre de l'article 375 du Code civil, hein, si la sécurité, la moralité de l'enfant n'est pas respectée, etc. Donc, c'était des enfants qui étaient considérés comme étant en danger. D'accord? Donc, euh, alors, le juge les plaçait donc pour une durée déterminée. Donc, on recevait une ordonnance de placement. Et sur cette ordonnance de placement mentionnait donc les motifs pour lesquels l'enfant avait été placé, soit une carence au niveau familial, en tout cas une problématique qui concernait la famille ou le jeune même. Et quelquefois, il s'agissait d'un mandat administratif. Donc, le parent se rendait compte qu'à un moment de sa vie, qu'il n'était pas en capacité d'accompagner l'enfant, hein, pour X ou Y raison. J'ai eu, par exemple, à accompagner un jeune pour qui ben, la maman venait de découvrir qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer et qu'elle n'était pas donc en capacité de s'occuper, qu'il n'y avait personne dans sa famille qui pouvait accompagner ce jeune, qui pouvait s'occuper de son enfant. Donc, elle l'a placé. Elle l'a placé. Il s'agissait là d'un placement administratif. Voilà, pour une durée qui était normalement définie, donc jusqu'à ce qu'elle aille mieux. C'est vrai que l'issue a été, on va dire, fatale parce que la maman est décédée par la suite. Donc, c'est un enfant qui est devenu finalement pupille de l'État Orphelin. et qui est orphelin, voilà, et ben, pour lequel l'aide sociale à l'enfance était Le seul comment dire, recours. le responsable légal. Donc voilà. Donc j'ai parlé des deux raisons en fait qui poussent justement un parent, en tout cas les deux raisons qui motivent, en tout cas qui conditionnent l'entrée d'un enfant au sein d'un internat éducatif. Et c'est vrai que je disais qu'il y avait également des jeunes qui relevaient de la protection judiciaire de la jeunesse et qui étaient placés là, donc des primo-délinquants, parce que par rapport à l'ordonnance, l'ordonnance 75, j'espère ne pas me tromper, 45, l'ordonnance 45 qui privilégie l'éducatif au répressif. Donc, le jeune n'était pas forcément incarcéré, en tout cas le primo-délinquant, celui qui arrivait, voilà, qui avait fait une bêtise, ben, on ne le mettait pas, en tout cas selon la gravité, hein, de l'acte commis, il n'était pas tout de suite mis en prison, incarcéré, mais il avait, entre guillemets, une chance. Donc, il arrivait dans cet internat éducatif et nous, éducateurs, on devait travailler à travers ben, tous les actes du quotidien, les temps forts, voire en tout cas parvenir à insérer ce jeune dans la société. La Voilà. question Donc, que je on me se sent pose, c'est à l'horizon. quand on est jeune, comment on gère ce côté où on reçoit les problèmes de tout à chacun? Parce que de toute manière,
Tu vois, c'est pas comme si tu es à l'école, quoi. À l'école, tu es là pour simplement donner un savoir. Exemple, imaginons que tu serais prof Mhm. d'histoire géo, c'est tu viens, tu fais ton cours, c'est histoire C'est la géo, conclusion. et, Mhm. et tu fais du social par la force des choses, mais ce n'est pas ton travail, Mhm. donc tu n'es pas obligé d'en faire énormément. Par contre, toi, tu es obligé d'en faire parce que c'est ça ton travail, c'est-à-dire accepter tout ce genre de problème. Donc, au-delà d'accepter tout ce genre de problème, comment tu gérais dès le départ aussi le fait de ne pas ramener ces problèmes avec toi et que ça ne t'influence pas psychologiquement et même moralement? C'est une grande question, mais c'est un peu de tout. Je t'écoute. Voilà. Donc, la formation d'éducateur spécialisé, je vais dire qu'elle nous prépare à travers les stages qu'on a à faire hein, lors de la formation même. Elle nous prépare justement à ce genre de difficultés. Et c'est vrai que là encore, tout au long de la formation, on a ce qu'on appelle les groupes d'analyse de pratique. Et en fonction de ce qu'on vit, qu'on est sur le terrain, on relate certains faits marquants quelquefois. Et à ce moment-là, on discute entre nous et avec les enseignants, avec les formateurs, il y a le psychologue généralement qui anime ces groupes d'analyse de pratique et on voit à peu près comment aborder la chose. C'est vrai qu'il y a des faits qui sont traumatisants, des stagiaires qui, en tout cas, je parle, hein, en tout cas, dans un premier temps, en tant que stagiaire, on se rend compte que voilà, je m'oriente vers un métier, je me rends bien compte qu'il faudra avoir une force mentale, qu'il faudra vraiment avoir un équilibre vraiment euh, voilà, fort mental pour pouvoir accueillir, encaisser certaines situations. Mais la formation, déjà, je répondrai, permet déjà de se préparer à cela. Ensuite, quand on est professionnel, je dirais que il y a une posture à avoir. C'est vrai qu'on travaille, l'éducateur spécialisé travaille avec sa personne. Moi, je n'ai jamais, et comme je le disais, je l'ai toujours dit, moi, je ne peux rivaliser, ce n'est pas un rapport de force, premièrement, et je ne peux rivaliser avec aucun jeune. C'est-à-dire que même celui qui arrive le plus filiforme, quoi, je ne peux rivaliser avec aucun jeune. C'est-à-dire que celui qui vient aujourd'hui, qui est dans une colère et qui se décide qu'aujourd'hui, qu'il y aura un passage à l'acte, je ne peux pas rivaliser avec de toute façon parce que mon physique ne le permet pas. Mais quand bien même mon physique me permettrait l'éducateur spécialisé doit toujours rester dans la communication, garder la bonne distance, celle qui permet justement de ne pas, alors on ne peut pas travailler sans affect, mais en même temps, on nous dit que voilà, moi je sais que quelquefois il y a certaines situations qui sont compliquées, mais il faut avoir une force mentale parce que sinon, dans certaines situations, on peut se faire taper dessus. Voilà. Donc, on encadre vraiment un groupe de jeunes avec toutes sortes de problématiques. Le foyer dans lequel je travaillais, l'internat dans lequel je travaillais avait une capacité de 12 jeunes avec toutes sortes de problématiques. On sait ce que c'est la traversée adolescente, d'accord? En plus, avec une population de jeunes carencés, en difficulté, quelquefois avec des addictions, on sait que ça peut être très, il y a les phénomènes de groupe, etc., l'influence, voilà, aujourd'hui, oui, on va, tel bitin qui est arrivé, voilà, ils se décident et ils se disent, voilà, aujourd'hui, il y aura ça. On va te péter la voiture, on va t'écraser ta voiture, et des petites menaces comme ça, et qui, si on n'a pas un fort mental, eh bien, on se laisse déstabiliser, oui, clairement. Mais je pense que il faut avant tout, quand on travaille avec ces jeunes, il faut vraiment leur montrer ben, qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc, c'est compliqué hein, pour un enfant carencé qui a déjà des problématiques. Faire confiance à l'autre avec un grand A, c'est compliqué. Mais je pense que les choses se font au fil du temps. De la même façon que nous, on les observe, eux aussi nous observent. Ils voient comment on se comporte et voilà, les choses se font. Comme je dis, j'ai travaillé là pendant 5 années de ma vie. Je n'ai pas eu de grosses problématiques. Il fallait que je leur tienne tête quand c'était nécessaire, parce que voilà, sinon on se fait piétiner clairement.
mais les choses se sont toujours bien passées, en fait, au final. Malgré certaines tensions, malgré les heures que j'ai pu avoir avec certains jeunes, rester toujours l'adulte de référence. Vraiment, en tout cas, faire en sorte de le rester. Et le jeune, il reconnaît le professionnel qui est devant lui comme étant justement la personne qui sait qui va l'accompagner et qui va faire en sorte que sa situation s'améliore. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup aimé la partie où tu parles de confiance, de apprendre ce jeune carencé à faire confiance à nouveau à l'autre, à faire confiance à la société où il aura l'impression que, ben, exemple, si tes parents te mettent là, ben, tu as plus confiance parce que ben, tes parents, c'est la chair de ta chair. Donc, si eux t'ont lâché, ben, ça veut dire que tout le monde peut te lâcher. Euh, Si tu as en plus des addictions, il y a tellement de choses. Donc, c'est super intéressant. Ma question est simple, c'est une question que je me pose. Est-ce que les infrastructures sont assez adaptées? Bien sûr, cela ne reste que ton avis, on généralise pas, mais globalement par rapport à ton expérience, est-ce que tu trouves que elles sont assez adaptées? Alors, j'ai envie de nuancer mon propos, mais en même temps, je pense que j'ai envie de répondre qu'elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, dans un premier temps, par rapport au type même d'habilitation. On retrouve des enfants donc mélangés. Je disais tout à l'heure qu'on avait des enfants qui relevaient de la protection judiciaire de la jeunesse et des enfants qui relevaient donc de l'aide sociale à l'enfance, donc de la protection de l'enfance, et on les retrouve dans le même établissement. Dans les mêmes établissements, un enfant qui a été placé parce qu'il rencontre des difficultés dans la cellule familiale, ce n'est pas ou alors la situation que j'ai évoquée, que j'ai présentée tout à l'heure, un enfant qui est placé pour une durée limitée parce que sa maman, le parent rencontre des difficultés, le parent est malade, voilà. Il se retrouve placé là, mais il se retrouve en fait avec des enfants, des primo-délinquants. euh, S'il n'a pas commencé à fumer, eh ben, il y a la Il va tentation, fumer. il y a le fait aussi, voilà, tout ce qui concerne les phénomènes de groupe pour se faire accepter dans la groupalité, donc voilà, il va rentrer dans une consommation. Donc, selon moi, les infrastructures même ne sont pas adaptées. Il s'agit généralement en tout cas, la structure dans laquelle je travaillais, donc une villa qui, au départ, hein, n'était pas, on va dire, n'était pas destinée à l'accueil donc de jeunes, hein. C'était une villa avec des chambres et il a fallu donc les adapter, réadapter de sorte que l'établissement puisse accueillir les jeunes. Mais selon moi, elles ne sont pas, les infrastructures ne sont pas adaptées pour l'accueil des jeunes. J'ai un peu l'exemple aussi du foyer, je n'y ai pas travaillé, mais j'ai des collègues qui y ont exercé et qui me relatent certains faits. La maison départementale de l'enfance, par exemple, où on a une grande quantité de jeunes qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent à fuguer parce que voilà, ils ont une grande liberté, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs ou les éducateurs qui sont en poste sont acculés, ils ne sont pas forcément en capacité voilà, je veux dire, on peut pas, quand on est dans une structure, par exemple, le jeune peut partir, se décider à fuguer, se retrouver dans la rue. Donc, les infrastructures, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait proposer, sincèrement. C'est pour ça que j'ai nuancé mon propos. Je ne sais pas ce qu'on pourrait proposer, mais c'est vrai que comme ça, là, j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas adaptées à l'accueil des mineurs en difficulté. Ta réflexion est super intéressante et d'ailleurs, c'est une conversation que j'avais eue avec des gens qui ont été gardiens de prison qui expliquaient que ben, quand tu mets une personne qui est là pour période de permis ou des choses, en tout cas des délits hyper mineurs, et tu mets des personnes avec des longues peines, mais ça améliore pas du tout le quotidien de cette personne. Donc, je comprends totalement quand tu parles ben, de cet effet de groupe, parce que de toute manière, l'être humain est un animal social, donc il a besoin de ce côté social, il a surtout besoin de s'adapter, et puis vivre en marge. Les êtres humains n'aiment pas ça. C'est rare de toute manière. C'est pour ça que les marginaux sont toujours mal vus.
parce que c'est toujours mieux de vivre comme les autres et de faire comme les autres. Donc, c'est Absolument. pour ça qu'il y a un style vestimentaire par pays, par région, des coutumes, des choses à faire. C'est ce qui rassemble les gens. Donc, je comprends que d'un petit lieu, c'est hyper compliqué et ça sera surtout j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que tu me diras si je me trompe, mais ça sera le dominant, en tout cas les dominants du groupe, qui vont imposer leurs lois et qui vont donner, en tout cas, le tempo de la situation. C'est Moi, ça, il y a des leaders positifs quelquefois et des leaders négatifs. Voilà, très souvent. Et c'est vrai qu'on doit faire face à cela. non, mais après, c'est sûr, de toute manière, comme j'ai dit, là, on parle bien sûr d'éducateurs spécialisés, donc on parle de jeunes déjà en difficulté, donc on va pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont dans... Enfin, ils se à- en gros, s'ils n'arrivent pas à être positifs, je ne vais pas leur en vouloir. Voilà. La vie est déjà assez compliquée pour eux, jeunes. Donc, voilà. Moi, ce que j'entends aussi par rapport à ton analyse, c'est bien sûr, moi non plus, j'ai pas la solution miracle, mais je pense que c'est toujours un peu le même constat en France et manque de moyens. Voilà. Déjà, manque de moyens et plus de moyens, mieux répartis toujours. Après, c'est pas que l'argent qui fait les choses, mais mieux réparti ben, euh, permet d'améliorer certaines situations. J'ai une autre question. Quel rôle au quotidien la société civile peut faire pour aider ces jeunes? Quand je dis la société civile, je parle de tout le monde. Je parle des gens dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de ces jeunes? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vrai qu'on est limité, hein, mais ne serait-ce que les écouter, ne pas les stigmatiser, parce que quelquefois ils sont pointés du doigt, ils sont déjà, comme je disais, ils font l'objet de discrimination. Très souvent, hein, moi je vous dis, les jeunes que j'accompagne, qui d'emblée comme ça, là, quand on les voit, on se dit, ouais, bon Dieu, c'est fou là là, ce sont pas des enfants de cœur, ils sont dangereux. On a tendance à resserrer un peu le sac à main qu'on les voit parce qu'on se dit, voilà, on va se faire braquer. Très souvent, ce sont des jeunes qui ont un profond mal-être, mais qui, mine de rien, restent dans la communication, dans une forme de communication et qui restent, mine de rien, bienveillants. Quand j'ai à discuter avec les jeunes, ils sont vraiment, voilà, mais non, madame, je vais faire ça pour toi, mais non, telle chose. Donc, qu'est-ce que la société civile pourrait faire? Les écouter, ne pas les stigmatiser et faire en sorte justement qu'ils soient, il y a forcément un point positif qui soit valorisé d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qu'on cherche un moyen de les valoriser. Voilà. Puis Moi, aussi, j'ai eu à vas-y, je te laisse terminer. Non, non, non. Non, non, je disais que voilà, il y a des jeunes, en tout cas, quand je travaillais dans l'internat, où on se rendait compte qu'on faisait des activités thématiques le week-end avec eux, et ça les valorisait tellement. Madame, tu sais, je sais cuisiner telle chose. Ok, d'accord, mais pendant la semaine, tu me fais la liste des ingrédients, voilà, et puis on va faire, ah ouais, tu sais faire ça, et puis le week-end, on fait travailler, voilà, on fait jouer la dynamique de groupe. Allez, vous vous mettez pas ou deux, vous épluchez les oignons, mais tu fais ça comme ça avec ta maman. Et là, les enfants, les jeunes se retrouvent à parler, ça libère la parole, des petits temps forts comme ça les valorise parce qu'au final, ben, tout le monde mange. Et puis, ils se sentent vraiment valorisés. Donc, moi, je pense que la société civile, en tout cas, à son niveau, pourrait faire cela, écouter, chercher, en tout cas, un moyen, quel qu'il soit, de valoriser ces jeunes parce qu'ils ne sont pas tous mauvais. Voilà. Non, mais je pense que c'est un très très beau conseil. Je pense qu'on devrait écouter, valoriser l'autre. De toute manière, euh, moi je pense que le plus fort sentiment qu'on ait à ressentir, c'est le sentiment de rejet. Peu importe. Je prends un exemple banal. Tu sais, tu es dans une conversation avec un ami, on te donne un boc. Bon, même si ça ne change pas ta vie, quand tu as honte, tu vois. Tu vas acheter un pain, tu connais pas une personne, mais on te moque.
Bon, ben, tu l'as en travers de la gauche quand même. Bon, ça peut C'est toujours clair. bien, oh. Mais le sentiment de rejet pour quiconque, c'est toujours difficile à vivre. Donc, voilà, quoi. Et je parle vraiment dans des actes hyper quotidiens, quoi. Et même si, exemple, on n'a rien fait, hein, parce que si tu arrives à un endroit et tu poses une question à une personne, excusez-moi, où le chemin, on te dit, fous-toi la paix. Bon, tu es un peu vexé, tu as honte, donc rien que déjà ça, c'est déjà vexant. Donc oui, je suis d'accord qu'il faut valoriser. Tu as aussi ce Mhm. côté formatrice, où tu interviens notamment soit dans des centres ou en tout cas à l'université, si je ne me trompe pas. Euh, Oui, c'est explique-moi ça. un peu plus Mhm. ce que tu fais. Voilà, alors 2 années, 2 ans après l'obtention du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, donc le centre de formation dans lequel justement j'avais passé ma formation d'éducateur spécialisé m'a contacté dans le cadre, dans un premier temps, du suivi des dossiers des étudiants et dans le cadre justement de la participation à des jurys de sélection, à des jurys pour les certifications. Et c'est un peu en ce sens que j'ai commencé dans enfin, le volet formation. Donc, j'ai eu ensuite à proposer des cours aux éducateurs spécialisés, aux moniteurs éducateurs et ensuite aux éducateurs techniques spécialisés, en tout cas à différents travailleurs sociaux en formation. Et tant dans le centre de formation en question, donc le centre de formation des travailleurs sociaux, que dans d'autres centres de formation et notamment euh, comme je disais, dans le cadre du suivi des dossiers et de la participation à des jurys. Par la suite, j'ai obtenu un master 2 en sciences de l'éducation et à la suite de cela, j'ai été contactée par le coordonnateur de la formation afin que je dispense, en tout cas que j'enseigne à l'université. Donc ça, c'est très récent. J'enseigne à l'université dans le cadre des groupes d'analyse de pratique et des séminaires professionnels. Voilà. Et donc j'ai passé la formation pour devenir formatrice, donc la certification. Et donc depuis peu, je suis donc officiellement formatrice, mais j'enseigne également à l'université pour les étudiants de Master 2. Donc c'est très, très récent et je me rends compte que je me plais beaucoup dans la formation. Donc c'est vrai que mes projets à moyen terme sont de passer, en tout cas dans tout ce qui concerne le volet enseignement, en tout cas encadrement, je n'en dis pas trop, mais c'est vrai que j'aspire vraiment à passer de ce côté-là et devenir formatrice à plein temps. Voilà. Ok. Euh, c'est ma dernière question. Comment tu vois la Guadeloupe dans le futur? Qu'est-ce que tu aurais aimé pour ta Guadeloupe? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Ben, du positif, hein. C'est vrai que le maître mot, quand on parle de la Guadeloupe, on parle de mutation, c'est-à-dire que voilà, mutation, c'est le grand mot. Euh, les, euh, les personnes là, des années 80, voilà, et l'évolution des choses, on voit, hein, ne serait-ce qu'à travers la technologie et tout, on voit que ça apporte du négatif, que ça apporte du positif également. Donc, j'aurais voulu, hein, de toute façon, ce n'est pas forcément être utopiste, hein, d'espérer que les choses aillent mieux. Une Guadeloupe, en tout cas, beaucoup plus paisible et avec des problématiques, on va dire, sociales moins exacerbées que ce qu'on rencontre. Et, euh, et voilà, que les choses, que toutes les problématiques, voilà, que les choses rentrent dans l'ordre, que ça aille mieux. Ce serait ce que je pourrais souhaiter pour ma Guadeloupe, tout simplement. Ben, moi, déjà, je souhaite que on ait de l'électricité. Voilà. Très bien, parce que je suis dans le Alors, noir. non, mais À c'est l'heure pour où ça que on je dis parle, je ça. suis dans le noir. Alors, comme d'habitude, tu sais, c'est avec les auditeurs. Actuellement, Oui. tu es dans le noir, donc tu fais avec ton portable. Moi, ça va pour le moment, j'ai du courant chez moi. Donc, c'est assez triste. 2022, la Guadeloupe, certains secteurs n'ont pas d'eau et pas d'électricité.
Donc, on est pire que le Zimbabwe. Mais bon, espérons que ça puisse avancer. Pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ben, je sais pas, que je réussisse dans tout ce que je vais entreprendre. Voilà, je te parlais de mes projets à moyen terme, que je réussisse. Et comme on le disait, ben, la santé avant tout. Donc voilà, c'est ce que tu peux me souhaiter, tant professionnellement que ben voilà, personnellement. Donc la santé pour moi et puis voilà, Ben, voilà, voilà. moi, je te souhaitais la santé. Je te souhaitais de continuer à aider la jeunesse au quotidien, que tu puisses continuer à donner du love, même que tes enfants puissent grandir avec amour et puis et en bonne santé dans cette Guadeloupe. Euh, Te dire aussi bravo aussi parce que rester en Guadeloupe et travailler au quotidien avec le futur de la Guadeloupe, parce que le futur de la Guadeloupe, c'est la jeunesse. Et quelconque, peu importe cette jeunesse, qu'elle soit délinquante ou qu'elle soit à l'école, ça reste de la jeunesse. Donc, si tu as réussi à sauver, si tu as rencontré 100 jeunes, mais tu as réussi à sauver même 5, ben, c'est très bien. Donc, merci aussi pour ce travail au quotidien. Et puis, ben, je te souhaite bien sûr que du bon, que professionnellement ça puisse Merci. avancer, que tu continues à progresser, continues à apprendre, etc. Donc voilà, on a besoin d'acteurs sociaux et on a besoin de personnes qui font les choses au quotidien. C'est pour ça aussi que PCA est là, pour mettre en avant des gens comme vous. Donc voilà. Merci à vous, comme d'habitude. Merci N'hésitez beaucoup. pas à suivre PCA Podcast partout, sur toutes les plateformes. Mettez 5 étoiles, ça permet un meilleur référencement. Partagez, likez. Prenez soin de vous. Allez, que du love.